Je m'appelle Wilma et ça fait des années que je travaille pour MSF en tant que coordinatrice et depuis 2 ans, je travaille dans une unité de recherche opérationnelle au CB en faisant de la recherche sur toutes sortes de sujets. Et comme j'étais médecin au Burundi, nous avions là-bas une unité consacrée aux nouveau-nés. C'est dans ce contexte que je travaillais dans la recherche. Alors, vous allez me poser la question de savoir comment ça se passe au sein d'une unité de soins aux nouveau-nés. Eh bien, je vais vous décevoir parce que là, il s'agit de voir ce qui se passe au bout de 2 ans lorsque le nouveau-né sort de l'unité spécialisée. J'ai utilisé le terme de faible technologie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas de ventilation mécanique. Donc, c'est vraiment une unité néonatale à faible technologie. Alors, que se passe-t-il donc pour ces nouveau-nés 2 ans après? Une petite introduction d'abord concernant le Burundi. C'est un petit pays qui se trouve en Afrique centrale avec une forte mortalité néonatale, comme souvent pour les pays à faible revenu. 36 par 1000 naissances vivantes. Et là, nous avons travaillé dans le district de Kabezi, la province indiquée, Bujumbura. Et nous avons pu faire baisser la mortalité néonatale pour la ramener à 15% dans ce district. Et maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui se passe après. Alors, nous nous sommes penchés sur la mortalité et les séquelles et le fardeau pour la famille ainsi que le statut nutritionnel des bébés. Notre recherche, notre étude est fondée sur un questionnaire. Je reviendrai sur ce questionnaire. L'étude a été menée en 2014 sur des bébés qui étaient sortis en 2012 de cette unité de soins. Il s'agit uniquement de bébés à faible poids de naissance qui résident à Bujumbura. Donc, nous avons 146 bébés et 11% n'étaient pas connus par le chef de village. C'était peut-être parce que les mères avaient donné de fausses adresses à l'époque pour pouvoir entrer dans le programme, répondre aux critères. 8% des dossiers médicaux n'ont pas pu être retrouvés pour ces patients, donc on n'a pas pu retrouver les adresses détaillées, et 3% avaient quitté la zone géographique concernée. Donc, ça nous laisse à la fin 113 bébés. Sur ces 113 bébés, 6 étaient décédés et la survie médiane était de 183 jours. Mais, comme vous le voyez, un bébé était déjà mort 10 jours après sa sortie. Et les causes possibles, d'après la mère, c'était un trouble respiratoire dans un cas, 3 pour infections et pour certains bébés, un bébé, pardon, cause inconnue. Alors, les caractéristiques de référence, donc 57 de sexe féminin, le poids à la naissance, 7 était inférieur à 1,5 kg, sont plus qu'1,5 kg avec un poids moyen de 2,20 kg. Et puis, les indications, donc 59 d'hospitalisation, pardon, 59 prémature, 10 mature, asphyxie prénatale, 12, septicémie néonatale, 11, risque d'infection, 19, autres causes, 6. Pour la sélection, nous avions 10 questions pour détecter les déficiences chez les enfants. Troubles moteurs, mentaux, de la parole et du développement intellectuel. Donc, il s'agissait de demander à la mère de poser des questions avec une réponse par oui ou non. Et lorsque la réponse était oui, c'était un résultat positif et que c'est une fois sur 10, il y avait une réponse positive à l'une des 10 questions, pardon, eh bien, on estimait qu'il y avait un risque de handicap accru. Et la question était posée toujours en comparaison avec un enfant du même âge. Nous voulions en savoir davantage. Ensuite, savoir si ces bébés de faible poids de naissance qui avaient été hospitalisés dans cette unité à faible technologie représentaient un fardeau pour la famille après leur sortie d'hôpital. Bien sûr, un enfant n'est jamais un fardeau pour sa mère en Afrique,
Donc, il fallait trouver des questions pour affiner les résultats. Et après les tests préalables, voici les 3 questions qui étaient qui nous permettaient de nous obtenir une réponse. Un bébé qui a toujours besoin d'assistance, qu'on ne peut pas laisser avec un frère ou une sœur, alors qu'en Afrique, on sait que souvent, les enfants peuvent être laissés facilement avec un frère ou une sœur âgés de 6 à 10 ans. Alors, si ce n'était pas possible, c'était un critère de fardeau. Si l'enfant ne pouvait pas manger tout seul, si celui qui s'en occupait devait réorganiser son mode de vie, ne pouvait pas aller au marché, par exemple, ou s'il y a posé un problème pour ce qui était d'aller travailler dans les champs. Et voici les résultats concernant ces séquelles dans l'ordre des questions posées 1 à 10 et pas autrement. Le développement moteur apparaît chez 17% des enfants, suivi de l'apprentissage, la parole et au moins le fait de nommer au moins un objet. Donc, tous les enfants n'avaient pas atteint l'âge de 2 ans. Et donc, cela n'était pas inclus dans l'évaluation. En résumé, on note qu'au moins un déficit développemental existe sur un total de 29 enfants. Et 5 déficits au moins sont observés chez 9 enfants. Et je voudrais souligner que 73% de ces enfants vulnérables ne présentaient pas de séquelles. Est-ce qu'il y avait un fardeau pour les familles? Il n'est pas surprenant de voir que pour les enfants présentant au moins 5 déficiences, eh bien, c'est cela qui représente un fardeau pour la famille. Pour 8 familles, vous avez un enfant qui a toujours besoin d'assistance, qui ne peut pas être laissé seul. Pour 5 familles, l'enfant ne pouvait pas se nourrir lui-même. Et pour 6 familles, celui qui s'occupait de l'enfant devait se réorganiser. Alors, je passe, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette page. Cette photo illustre ce que cela veut dire. Vous voyez les jumeaux assis par terre? Ils ont 2 ans. Et ils commencent tout juste à pouvoir s'asseoir, être soutenus et à se nourrir eux-mêmes. Et la mère porte ensuite sur le dos un bébé de 6 mois. Et ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Donc, vous pouvez bien imaginer ce que ça représente comme charge pour cette famille. Pour ce qui est de la malnutrition, vous avez une malnutrition aiguë de 15% et 4% de sévère. Donc, ça dépasse de loin le seuil habituel. Pour conclure, nous aimerions pouvoir dire que tous les bébés se portent bien encore au bout de 2 ans. Et c'est à peu près le cas, même si on ne les a pas tous retrouvés. 3 sur 10 présentent des déficiences développementales et ont besoin encore d'un soutien individuel et de la part de la famille. Et vous avez encore un fort taux de malnutrition qui a besoin d'être suivi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique et de pratique ensuite? Eh bien, si l'on établit une nouvelle unité de prise en charge des nouveau-nés, il faut savoir qu'après la sortie d'hôpital, les soins doivent se poursuivre au sein d'une unité spécialisée. Des réseaux donc doivent être établis avec des partenaires pertinents pour pouvoir apporter des services spécifiques, surtout des programmes d'alimentation. Il faut impliquer les ONG pour qu'ils apportent des services d'éducation, de réhabilitation, comme Handicap International. Et il faut aussi un ministère de la Solidarité pour le soutien social et financier. Et en Afrique, on s'est aperçu à la fin de l'étude que dans ce district, nous n'avions pas ce genre de soutien. Donc, il y a quand même un gros écart, une lacune à combler. Et il faut que l'engagement de la communauté soit encore renforcé aussi. Et pour terminer, je voudrais remercier l'équipe de recherche et en particulier les travailleurs de la santé de la communauté locale sans qui nous n'aurions pas pu retrouver ces enfants. Et enfin, très important, ceux qui s'occupent de ces enfants, eh bien, ils nous ont remerciés pour l'intérêt que nous exprimions encore au bout de 2 ans. Eh bien, nous souhaitons aussi les remercier de notre côté. Merci.
Merci. Docteur, nous allons écouter 2 questions ayant trait à des points des précisions plutôt, des demandes d'éclaircissement. Le reste, ça sera plus tard. Merci beaucoup. Je m'appelle Liz. Je suis pédiatre spécialisée dans les situations d'urgence au Royaume-Uni. C'est très intéressant ce que nous avez exposé. J'ai participé avec OCA à une étude similaire à Port-au-Prince et je me demandais s'il y avait une collaboration quelconque ou bien si à l'avenir il y aurait une possibilité dans ce cas-là, quand on fait des études, peut-être qu'il y ait une sorte de collaboration pour que l'on puisse avoir des résultats peut-être plus étendus. Pour ce qui est de l'OCG, c'est encore en cours et il y a un suivi inclus pour les enfants qui font partie du programme de suivi ensuite. Et OCA est concerné aussi, donc effectivement, ça serait bien de le faire pour que les deux allient leurs efforts. Vous avez raison. On a une question, la deuxième rangée, au centre. On n'entend pas la question. Belle étude. Nous avons aussi une unité kangourou, mais j'ai une question. C'était seulement un questionnaire adressé aux mères ou est-ce qu'il y avait un score pour évaluer le développement de ces enfants quand je vois tous les résultats qui ont été portés? Okay, the question is Donc la question c'était quelle était la méthodologie utilisée? Est-ce que l'on posait uniquement des questions aux mères ou bien est-ce qu'un score particulier avait été utilisé pour obtenir ces résultats? Nous posions la question à la mère et parfois il y avait l'observation en plus. Donc par oui ou par non. Par exemple, sur un handicap, nous essayons d'établir le risque, mais c'était plutôt un outil de dépistage des handicaps. C'était pas qu'il y avait forcément un handicap. Donc, par exemple, un enfant qui ne commençait à se tenir assis qu'au bout de 12 mois, c'était une réponse positive. Et cette réponse positive venait être ajoutée aux statistiques. Merci. Nous passons maintenant à la deuxième présentation, malheureusement.